Merci de nous rejoindre sur TV78 pour un nouveau numéro de VYP, Very Yvelinoise Personne. Et aujourd'hui, l'invitée, c'est Isabelle Olivier. Bienvenue. Merci. Vous êtes la cofondatrice d'Handiactif, basée sur Plaisir. C'est un collectif contre les inégalités, les injustices que subissent les familles touchées par le handicap. Handicap que vous connaissez bien puisque vous êtes maman d'une petite fille de 8 ans qui est atteinte de quadriparésie. Alors, vous pouvez nous présenter déjà, on vous voit avec votre petite fille justement. C'est une photo de nos confrères des Nouvelles de Versailles. La quadriparésie, c'est quel type de pathologie ? Alors en fait, elle est infirme moteur cérébrale. Donc elle a eu des lésions à la naissance dues à un manque d'oxygène. Et ces lésions ont provoqué de la paralysie au niveau des membres inférieurs, des membres supérieurs et également au niveau de la parole. C'est pour ça qu'on parle de quadriparésie. Donc ça a une incidence. C'est une atteinte aussi bien des membres inférieurs que des membres supérieurs. Donc ça a une incidence au quotidien. Vous êtes présente en permanence avec elle ? Alors en permanence, non, depuis quelque temps, puisqu'elle a pu quand même être scolarisée. Actuellement, elle est à l'EREA Toulouse-Lautrec de Vaucresson. Mais par contre, c'est des gestes quotidiens en permanence quand elle rentre à la maison, puisqu'elle ne mange pas toute seule, qu'elle ne peut pas faire sa toilette ni s'habiller. Donc on est effectivement en permanence en train de s'occuper d'elle. Ça veut dire que vous avez mis personnellement votre activité professionnelle entre parenthèses ou... Alors j'ai réussi à obtenir un mi-temps, heureusement, ce qui me permet quand même de conserver une activité professionnelle. Mais le reste du temps, c'est-à-dire pendant les vacances scolaires et le soir, je m'occupe d'Anaïs et on lui fait faire énormément de rééducation pour lui permettre d'évoluer et d'acquérir le plus d'autonomie possible. Vous venez de dire qu'elle a finalement été scolarisée, ça veut dire que ça a été un long parcours avant d'obtenir une scolarisation ? Alors, pas tant que ça pour nous, on a eu cette chance, c'est qu'elle a été d'abord dans un premier temps hospitalisée en hôpital de jour à l'hôpital de Garches pendant 3 ans où elle a effectué sa maternelle, mais après il faut effectivement faire une demande à la MDPH pour pouvoir l'orienter vers un établissement scolaire. Donc nous, heureusement, on a eu de la chance qu'elle puisse rentrer dans cette EREA, mais c'est pas forcément le cas de... Trop compliqué pour vous. Néanmoins, si vous avez fondé ce collectif en 2017, c'est aussi pour dénoncer les injustices au quotidien. Alors, quelles sont ces injustices que vous subissez au quotidien ? Alors justement, pour beaucoup de parents, la scolarité d'un enfant, c'est un parcours du combattant, puisque tous les ans, pour ceux dont les enfants sont scolarisés en milieu normal, tous les ans, il faut renouveler l'AVS. Et en fait, le parent ne sait jamais si au mois de septembre, il va avoir une AVS, ce qui fait que quand on a une activité professionnelle, c'est pas possible. Quand l'AVS est malade, il faut être là pour la remplacer. Donc c'est extrêmement lourd et extrêmement angoissant pour les parents. Des assistants de vie scolaire qui sont difficiles à obtenir. À obtenir, et puis c'est aussi pour certaines pathologies qui sont un peu plus graves, comme le polyhandicap, où là il y a une atteinte, une déficience mentale. Bien sûr, les enfants ne peuvent pas être scolarisés en milieu normal, ce qui fait que les parents sont sur liste d'attente pour qu'ils soient intégrés dans des instituts d'éducation motrice ou instituts IM. Il y a beaucoup de parents qui vous ont rejoint au sein de ce collectif, qui rencontrent ces difficultés ? Alors, on est actuellement 1300 parents. C'est énorme ? C'est énorme, oui. C'est assez énorme. Oui. 1300 parents qui rencontrent ces difficultés. 2017, c'est la date de création du collectif. Est-ce qu'il y a eu une évolution depuis, positive ou négative, dans les mesures qui ont été prises ? Alors, dans les mesures gouvernementales, hélas, non, pas grand-chose. Parce que 2017, c'était aussi l'élection présidentielle. Donc, le but, c'était aussi d'alerter au moment de l'élection donc en fait, on a alerté un peu tous les candidats au présidentiel. On s'est aperçu que très peu connaissaient les difficultés du handicap. Donc on s'est dit que c'est pas étonnant qu'il n'y ait pas vraiment de bonne politique d'appliquer jusqu'à maintenant, puisqu'il y a une méconnaissance de nos difficultés. Là, je vous avouerai que les familles d'enfants handicapés sont extrêmement déçues de la politique actuelle, notamment sur celle des aidants familiaux, puisqu'on attend depuis 2 ans une protection, une reconnaissance, et ça n'est toujours pas le cas. On est extrêmement déçus. Après, on a quand même pu contacter de nombreux députés, de nombreux sénateurs. On a rencontré Madame le ministre du Handicap. On lui a soumis énormément de propositions. Donc elle a tout en main. Sauf qu'en fait, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de budget. Et que sans budget, on ne peut pas faire grand-chose. Alors aujourd'hui, on est dans le cadre du grand débat. Enfin, le grand débat se termine en tout cas. Oui. Vous vous êtes exprimé dans ce cadre-là ? Vous en avez profité ? Nous, on a rédigé un cahier de doléances qu'on a envoyé, donc moi pour ma part, à la mairie de Plaisir, dans d'autres mairies localement également. Je l'ai envoyé aussi à l'Association des maires de France et on l'a envoyé à tous les députés.
Et bien sûr, la totalité des députés, on a eu à peu près 5 réponses. Réponses qui vous ont dit soit qui prenaient en compte nos cahiers de doléances. Le cahier était reçu en tout cas. Voilà, le cahier était reçu. Ou soit effectivement on a certaines propositions de rendez-vous. Mais on était extrêmement déçus. On se rend compte que de toute façon ce sujet n'intéresse personne et qu'il n'a pas vraiment été débattu ces derniers temps dans le cadre des manifestations des Gilets jaunes. Vous vous dites déçu, ça veut dire que vous baissez les bras? Non. Vous êtes déterminé toujours? Complètement. Tant que de toute façon on aura l'énergie pour et tant que nos difficultés seront là, on continue à se battre, on continue à essayer d'obtenir des rendez-vous. Là, dernièrement, on a rencontré Annie Vidal, qui est députée, qui est en charge de la concertation nationale pour la perte d'autonomie, pour lui parler du rôle de l'aidant familial et de ce que le gouvernement comptait faire. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait eu un recul de la part du gouvernement sur ce sujet. Au départ, Madame Cluzel nous avait promis un statut de l'aidant, statut qui permettrait une reconnaissance vis-à-vis des employeurs, puisqu'il faut savoir qu'il y a à peu près 56% des familles qui ont un enfant handicapé qui perdent leur emploi à la suite de l'annonce du handicap. Donc c'est énorme. Et en fait, Madame Vidal nous a dit que finalement, il n'y aurait pas de statut comme promis par Madame Cluzel, mais juste une reconnaissance sociale, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et en fait, elle nous a dit qu'il n'y aurait pas non plus de loi spécifique pour les aidants familiaux de parents d'enfants handicapés, mais que les lois qui seraient votées pour les personnes âgées, en fait, les aidants familiaux de personnes âgées serviraient aux parents d'enfants handicapés. Donc en fait, ils n'ont pas du tout pris en compte nos spécificités d'aidants familiaux. Votre énergie vient d'où? Votre petite fille? Ma petite fille qui est une battante, qui malgré son handicap a une joie de vivre en permanence. Elle est tout le temps en train de sourire et sur la photo très souriante. Voilà. Et puis elle en veut quand on lui fait faire beaucoup de stages de rééducation. Elle a toujours envie de progresser, toujours fière de ses progrès. Donc on ne peut pas baisser les bras, c'est pas possible. C'est la question que j'allais vous poser. Aujourd'hui, il y a une progression, il y a une évolution. Comment va-t-elle? Alors aujourd'hui, elle a fait énormément de progrès au niveau du langage. Il faut voir qu'il y a 3 ans, elle ne parlait pas. Là maintenant, elle arrive à s'exprimer, même si elle prononce mal certains mots, parfois on a des difficultés à la comprendre. Du coup, elle n'a plus besoin de sa synthèse vocale, elle s'exprime librement. Elle a fait aussi énormément de progrès en termes de la marche, puisqu'elle arrive à faire quelques pas toute seule, sans tomber. Bon, bien sûr, c'est pas suffisant pour qu'elle puisse marcher librement, mais ça permet de faire plein de choses, le fait qu'elle soit sur ses pieds. Si on parle de l'avenir, quelle évolution possible justement? Elle peut progresser encore plus? Elle a encore des axes de progression, c'est ce que les kinés nous disent et c'est surtout aussi de par sa volonté. Donc on essaie de lui donner le maximum de chances pour qu'elle continue à progresser jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus en fait. C'est d'où le décalage entre cette progression et cette joie de vivre et les difficultés que vous rencontrez de l'autre côté des pouvoirs publics qui ne vous entendent pas. Si on revient un petit peu sur les débuts pour savoir un peu plus sur vous, comment vous avez accueilli cette nouvelle au moment où vous avez découvert que votre petite fille était handicapée. Comment ça s'est passé ce moment-là? En fait, c'était les murs de la maison qui s'effondraient, c'était tous nos projets qui s'effondraient. En fait, on nous a dit, donc on ne savait pas trop exactement quand elle est née quels étaient le handicap qu'elle allait avoir. Donc ils nous ont proposé en fait toutes les possibilités, y compris une déficience mentale. Et ce qu'ils nous ont dit surtout, c'est que la seule possibilité, c'est la rééducation. Sauf qu'à l'époque, on ne savait pas que la France nous proposait si peu de rééducation. Il faut savoir qu'en moyenne, on a fait des enquêtes dans le cadre du collectif et on s'est aperçu qu'en moyenne, les personnes avaient 2 séances de rééducation par semaine. Ce qui est loin d'être suffisant. Dans les autres pays européens, notamment, c'est pas le cas? Non. En Allemagne, notamment, ils ont à peu près 5 séances de rééducation par semaine. Et comment on peut expliquer ce gouffre entre certains pays européens qui prennent mieux en compte, qui sont mieux sensibilisés? Je pense que le gouvernement met plus de moyens pour justement aider les enfants. Et la France, en fait, c'est une volonté du gouvernement qui n'est pas là, qui n'est pas présente. Il n'y a pas de volonté, quel que soit le pouvoir public, quelle que soit la couleur politique à chaque fois pour vous écouter. Alors on l'a bien compris, il y a beaucoup de soins, tout ça doit être très coûteux aussi. En marge de ce collectif, vous avez fondé une association? Oui.
Oui, en fait, on a fondé une association dès l'âge de 3 ans d'Anaïs, puisqu'on s'est aperçu qu'il n'y avait pas suffisamment de rééducation et qu'à l'étranger, on proposait des méthodes de rééducation qui n'étaient pas connues en France. Sauf que quand on part à l'étranger pour des rééducations, ça n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Donc le seul moyen de pouvoir accéder à ces rééducations, c'est de trouver de l'argent, malheureusement, pour les financer. Et là, il y a une solidarité. Par contre, la solidarité existe ? Alors effectivement, oui, de par notre entourage, nos amis et même des personnes qu'on a rencontrées par la suite, on s'est aperçu effectivement que les Français sont plutôt solidaires quand il s'agit de donner pour le handicap, pour des enfants. Alors j'ai une dernière question sur vos actions. On l'a bien compris, vous êtes déterminés. Vous avez participé avec ce grand débat, en tout cas en vous faisant entendre. Et oui. Je vous souhaite d'avoir des retours sur tout ça. Puis vous aviez aussi mené une opération de lettres au Père Noël oui, tout pour à fait. Sensibiliser également, où tout avait été adressé. Voilà, il y a eu à peu près 80 lettres au Père Noël qui ont été envoyées donc, il y a 2 ans. Alors, l'équipe de Madame Cluzel a pris soin de répondre à chaque enfant. On a trouvé ça très bien, mais en même temps, ce qui était dommage, c'est qu'elle n'a pas répondu sur le fond des problèmes. Et ça, on le regrette énormément. Et les parents qui ont envoyé des lettres sont déçus parce que la politique qui a été mise en place depuis n'a pas répondu aux doléances qui étaient dans ces lettres. Vous avez d'autres actions prévues de ce type ? Une carte de vacances, carte postale de vacances peut-être ? On a fait cet été des poèmes aussi. On a envoyé des poèmes sur le handicap. Alors on a eu un petit courrier de réponse. Après, ça va être au fil du temps. On va voir ce qu'on va faire. Alors, actuellement, on travaille sur la retraite. Donc j'ai pu rencontrer un chargé de mission qui travaille pour Monsieur Jean-Paul Delavoye. Je lui ai expliqué un petit peu les problématiques des aidants familiaux, mais des parents d'enfants handicapés et pas seulement des aidants familiaux en perte d'autonomie, puisque c'est pas du tout le même enjeu. Les aidants familiaux d'enfants handicapés peuvent le devenir à l'âge de 25 ans, à l'âge de 30 ans, alors qu'en moyenne, les aidants familiaux en perte d'autonomie le deviennent à l'âge de 55 ans. Qu'ils ont déjà travaillé, ils ont déjà leur retraite qui est plus ou moins assurée, ils sont souvent propriétaires. Alors que les aidants familiaux de parents d'enfants handicapés, eux, n'ont pas toutes ces choses-là et ont besoin vraiment d'une retraite qui puisse leur permettre de vivre décemment. Au-delà des paroles, maintenant, vous attendez des actes, on l'a bien compris. Exactement. Merci Isabelle Olivier, donc avec ce collectif Handi Actif, d'avoir participé à ce VYP. Et puis on se retrouve bientôt sur l'antenne de TV 78.